Bonsoir à tous et merci beaucoup de vous être déplacés ce soir pour cette première soirée. Euh, je me présente, Olivier, je suis secrétaire de l'association Nouvelle Ère. Et cet asso a été créé il y a plus de 40 ans et, sur la commune de Trélières. Et au fil de son histoire, elle a toujours mené plusieurs actions sur des thématiques importantes, ayant toujours pour but d'informer, de mieux protéger, excusez, et mieux vivre ensemble sur le territoire. Ces dernières années, par exemple, il y a eu des actions sur la mobilité avec les Vélorussions et aussi sur la culture locale avec les créations du festival Culture aux Gèvres, dont la première édition a eu lieu cet été. Et ce soir, du coup, on vous propose un nouveau format sous la forme de conférence-débat, en prolongement de celle qu'il y a eu en début d'année 2025. Donc sur une thématique donnée, on invite des spécialistes de la thématique pour essayer de comprendre tous ensemble les bases et les enjeux du sujet qu'on a choisi. Et ce soir, on a choisi le thème de l'eau, parce que c'est l'eau, il y en a partout, il y en a dans nos verres, dans nos champs, nos rivières, mais aussi les canalisations. Et à l'heure du réchauffement climatique, son cycle et sa qualité et sa quantité également risquent d'être modifiés. Donc je voulais remercier nos trois intervenants que Gwen vous présentera au nom de Nouvelle Ère, et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonsoir. Comme Olivier, je vous remercie d'être nombreux ici ce soir. Je suis Gwen Boulzanek, je suis élu sur la commune et également à la communauté de communes Ardres-et-Gèvres. Comme l'a souligné Olivier, on est très bien entouré et on est aussi avec des gens qui auraient voulu être là qui ne peuvent pas l'être. On avait un quatrième intervenant, Chloé Girardot-Moitié, qui est vice-présidente au conseil départemental et qui est souffrante et qui s'occupe de questions notamment liées à l'eau et qui travaille en lien assez régulier, assez fort avec Jean-Claude Roux qui est là. Je vous indique à tous que je remercie chaleureusement les intervenants qui se sont mobilisés, parce que c'est du temps, et puis parce que je pense qu'ils avaient certainement d'autres préoccupations que les nôtres, mais le sujet mérite qu'on puisse s'appuyer sur eux. L'eau. Quel geste plus quotidien que d'ouvrir un robinet ? Quel geste qui en fait n'appelle pas de réflexion. Nous sommes d'accord, nous parlons ici de nos façons, de nos vies, et donc de nos façons de vivre avec l'eau. Je ne parle pas des territoires où l'être humain a un accès difficile à l'eau. On sait que ça existe, il ne s'agit pas de l'ignorer. Mais nous ici, on a un accès à l'eau, et en plus potable, donc en qualité, mais aussi en quantité. Et on y réfléchit finalement pas beaucoup, voire même jamais. Donc il y a déjà un élément de cadrage du débat de ce soir qui est disponibilité, quantité, qualité. Et c'est peut-être pas mal d'y passer quelques temps. C'est aussi évident donc d'ouvrir un robinet que d'appuyer sur un interrupteur. On ne parlera pas d'électricité, mais on pourrait. Mais avant ce tuyau qui nous permet d'avoir de l'eau à la maison, qu'est-ce qu'il y a ? Comment cette ressource fragile arrive jusqu'à nous, et en plus de manière à ce qu'on puisse la boire, qu'elle soit potable. On reviendra sans doute sur la question de potabilité, même si on ne va pas faire une soirée technique, puisque de toute façon, on n'en a peut-être pas les compétences, et que par ailleurs, c'est d'une complexité inouïe. Donc on pourra rester à la surface des choses, sans faire de jeu de mots, sur la question de la qualité de l'eau. On pourra évoquer les problématiques liées à la qualité, mais de là à rentrer dans les aspects techniques, je pense qu'il faudrait plus qu'une soirée, et sans doute une capacité à pouvoir partager et à faire de la pédagogie. Ce qui, sur un format comme le nôtre, est assez compliqué. J'évacue pas non plus une seconde le qualificatif de fragilité. La ressource est fragile, on a coutume de dire que c'est le patrimoine commun. Moi j'aime bien cette expression. Ça dit que c'est un élément qui est à nous tous, patrimoine commun, et que c'est un élément fragile, précieux. Parce que sans doute aussi la ressource fluctue, et on le voit. Les volumes ne sont pas forcément toujours les mêmes, et globalement, on ne se rend pas forcément compte du fait qu'à notre robinet, on a moins de pression, mais pour autant, la ressource, elle n'est pas aussi linéaire que ça. C'est un sujet qu'on abordera sans doute aussi peut-être.
Le mot ressource est aussi plein de sens. Moi, je pense que nos invités vont en parler. La question de la ressource, c'est donc un bien qui permet de faire des choses. Et la ressource, c'est au global quelque chose qui, jusqu'ici, nous interroge assez peu. Mais quand elle est absente, elle nous interroge très fortement. On a aussi donc la notion de patrimoine commun, je vous l'ai dit. Le patrimoine commun, c'est le patrimoine qui est le nôtre à tous. Il n'est donc pas question de privatisation. C'est un sujet qui peut faire écho quand on parle de l'eau. Privatiser l'eau, c'est pas forcément hors de propos. Et en fait, patrimoine commun, c'est exactement l'inverse. Pas d'accaparement, mais aussi une responsabilité collective. Il s'agit d'un patrimoine qu'on a en commun, on en jouit, mais on le transmet également. Le patrimoine, on le transmet. C'est la même notion. On ne peut pas se dire qu'on en a la pleine propriété et que demain, globalement, ce n'est pas notre sujet. Donc toujours des éléments de débat qui, moi, me paraissent intéressants parce que collectivement, on doit agir pour garantir un usage et permettant les usages futurs. Alors agir, c'est ce que font ces gens-là, chacun à leur niveau, chacun dans leur responsabilité, chacun dans leur mission, et ils vont nous raconter tout ça. Je finis avec encore 2-3 éléments de débat qui moi, me semblent tout à fait essentiels. Avant de donner la parole aux élus. Et je les remercie de nous expliquer dans les minutes qui vont venir leurs actions concrètes, mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent, et notamment sur le territoire qui est le nôtre. Alors plus largement que Trélières, bien évidemment, mais en englobant Trélières. Je n'ai pas besoin de vous convaincre que ce sujet est central, puisque vous êtes venus. Je voudrais juste souligner 2 petites choses qui, moi, me parlent toujours. Il s'agit notamment des noms qu'on donne aux choses. Et la Loire-Atlantique, c'est 2 fois la notion d'eau. Le fleuve d'un côté, la mer de l'autre. Et nous au milieu. Et au bout du fleuve, il y a l'océan. Alors c'est un pense-bête, en fait, pour moi. Parce qu'en fait, tous nos agissements finissent dans la mer. C'est évident. Et puis, un autre nom qui me plaît beaucoup aussi, c'est celui qui est le nôtre, Erdre et Gèvres. 2 rivières qui définissent, qui nomment le territoire. C'est un territoire qui est l'une des composantes de notre département et on a désigné notre territoire au travers de ces rivières. Pour moi, c'est très signifiant. On aurait pu appeler le territoire un peu autrement, mais pour le coup, on a choisi les rivières. Et je trouve que c'est un signe. Et un dernier mot, les événements climatiques, on en est tous témoins, voire même parfois victimes. On est témoins des périodes de sécheresse, d'une violence inédite des épisodes de sécheresse ou d'inondation. Une fréquence élevée de ces phénomènes est aussi à constater. On a le nez sur les zones humides qui sont l'objet de projets concurrents. On sait très bien qu'ici, on veut de l'urbanisation, là, de l'emploi, et que finalement, l'assèchement ou le drainage, et pas uniquement pour des politiques agricoles, mais également pour bâtir, est de nature à empêcher un cycle complet de l'eau. Je pense qu'on reviendra sur la question du cycle de l'eau. La question du cycle de l'eau, c'est qu'en fait, comme son nom l'indique, on a un mouvement circulaire et que si on interrompt ou si on met en péril un des éléments du cycle, on n'a plus de cycle. Je finis avec une petite précaution d'usage. On n'a pas d'autre vocation ce soir que d'essayer de comprendre ensemble ce que nous pouvons faire. Il s'agit d'accuser personne, ni de mettre le doigt sur qui que ce soit. Je pense qu'on est tous conscients de cela. Il s'agit de savoir ce que font les élus, quelles sont leurs missions, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, qu'est-ce qu'on est nous sur ce territoire en tant qu'élus et en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Nos élus sont Christine Chevalier, 9e vice-présidente déléguée à la question de l'eau à la CCEG, qui est également conseillère municipale de Sucé-sur-Erdre. On a Pierrick également à l'autre bout de la table. Pierrick Guégan, qui est 2e vice-président de l'Eden. C'est un établissement public de bassin versant, de l'Erdre. C'est l'entente pour le développement de l'Erdre navigable et naturel, Eden. C'est un syndicat mixte, et donc il en est le 2e vice-président, et il est également adjoint à Nord-sur-Erdre, et également conseiller communautaire à la CCEG, communauté de communes Erdre et Gèvres. Et puis on a au milieu Jean-Claude Roux, qui est député de la 6e circonscription, qui va de Guémené, Châteaubriand, à Barré, Blain, Ancenis. C'est également l'ancien maire de Saffré, et il travaille au portage et à la définition, à l'écriture d'un projet de loi sur l'eau.
Et ma première question leur va à chacun. J'aimerais connaître, nous aimerions connaître. Alors bien évidemment, c'est une question fourre-tout et elle est très large, donc vous allez y répondre comme vous le souhaitez. Vos actions sur le territoire en matière d'eau. Vous êtes en charge de quoi? Qu'est-ce que vous faites dans vos missions, dans vos mandats? Et avec qui travaillez-vous? Quelles sont les relations que vous avez les uns avec les autres? Merci beaucoup, bonsoir à toutes et tous. Alors mes actions sur le territoire, elles sont peut-être un peu moins nombreuses, mais entre 2020 et 2022, j'étais vice-président du syndicat Cherdon-Isaac, donc syndicat de bassin versant. On en parlera peut-être tout à l'heure, puisque Christine occupe ses fonctions. J'étais aussi représentant à l'établissement public territorial de bassin de la Vilaine, qui s'appelle désormais Eau-et-Vilaine. Et puis donc, à partir du moment où je suis devenu député, j'ai laissé ces mandats, mais je suis resté particulièrement concerné par ces questions liées à l'eau. On aura l'occasion de le développer un petit peu plus tard. En tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'avec Chloé Gérardo-Moitié, qui aurait dû être avec nous ce soir, et aussi avec Michael Derangeon, qui est un des vice-présidents d'Atlantico et qui illustre brillamment et de manière assez continue les enjeux qui sont liés à la qualité de l'eau. On s'était réunis en se disant qu'est-ce qu'on peut faire, puisque en Loire-Atlantique, vous le savez sans doute, on a un vrai problème avec la qualité de l'eau. Je ne vais pas dire qu'on est les plus mauvais élèves de France, mais quand même on n'en est pas très loin, on est extrêmement loin du compte. Et puis il y a eu différents moments, différentes étapes, avec notamment le S-métolachlore, ensuite avec le chlorothalonil. Alors ça peut paraître des noms un petit peu barbares, mais ce sont des noms de métabolites, enfin de pesticides ou de métabolites qu'on a trouvés en quantité préoccupante dans l'eau et qui ont nécessité des réactions, des traitements d'ampleur. Donc, voyant ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet enjeu lié à l'eau soit plus largement partagé. Donc, nous avons décidé de mettre en place un groupe transpartisan, c'est-à-dire avec un certain nombre d'élus. Donc, Yves Dauvé nous a accompagnés. Il y a eu aussi Laurent Robin, le maire de Machecoul. Enfin, je ne vais pas citer l'ensemble du groupe, mais déjà, on s'est mis ensemble pour pouvoir évoquer cette question. Et puis, on a organisé des réunions et on a aussi rédigé un manifeste pour protéger les captages d'eau potable tant qu'il est encore temps. Et ce manifeste a été signé à ce jour, je crois, par une trentaine de communes dans le département, de toutes couleurs politiques, ce qui est plutôt intéressant, et avait été signé au conseil départemental par l'ensemble des conseillers et conseillères départementaux, donc que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Donc voilà, une de nos préoccupations, je dirais maintenant sur le terrain, en dehors des combats à l'échelle nationale, c'est de pouvoir mettre ce sujet à l'agenda de toutes les communes du département, parce que souvent on se contente d'ouvrir le robinet, on ne se demande pas, comme je ne sais pas si on se tutoie ou si on se voit, comme tu le disais tout à l'heure, on ne se demande pas forcément ce qui se passe en amont, et c'est un vrai sujet qu'on doit avoir dans nos communes. Merci. Bonsoir à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Voilà, donc moi je suis vice-présidente à la communauté de communes d'Erdrégère en charge de la gestion de l'eau, avec dans cette délégation-là 2 volets. Le volet assainissement, donc collectif et non collectif, et aussi la gestion des milieux aquatiques. Donc, par contre, il reste dans le cycle de l'eau, il y a aussi les eaux pluviales. Et là, les eaux pluviales restent de la compétence des communes. Et souvent, je dis que alors moi, je suis vice-présidente depuis peu, depuis 2023, conseillère municipale depuis longtemps. Ça fait 25 ans que je suis conseillère municipale. Et voilà, et vice-présidente depuis peu, depuis 2023.
Et souvent, souvent les délégations, elles sont. Alors, quand on parle de l'eau, on se parle souvent du petit cycle et du grand cycle. Voilà. Et le petit cycle, c'est tout ce qui est en fin de compte géré par l'homme, et le grand cycle, bah, en fin de compte, c'est l'eau en mouvement perpétuel. Et là, on est lié à l'atmosphère, au sol, aux eaux de surface, aux eaux souterraines. Et je suis contente d'avoir ma délégation avec les deux volets, parce que ce qu'il faut bien intégrer dans l'eau, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais tout à l'heure. La goutte d'eau, elle s'en fiche qu'elle soit sur le petit cycle, le grand cycle, mais il n'empêche que tout ça, c'est transversal. Et ça veut dire que derrière, s'il y a un des volets qui n'est pas bien géré ou qui est pollué, bah, ça entraîne un ensemble de répercussions. Voilà. Et ensuite, alors, le rôle du vice-président de l'intercommunalité, donc, au niveau donc de l'assainissement, alors là c'est concret, hein, c'est du lourd financièrement et puis aussi techniquement, mais bon, on est accompagné par les techniciens. Et puis après les milieux aquatiques, où là donc dans la compétence, alors la structure de la gestion de l'eau, c'est très compliqué. Voilà, avec beaucoup d'intervenants. Et donc sur l'intercommunalité, on a un volet travaux. Donc réhabilitation, gestion des ruisseaux, mais on fait des travaux, mais aussi on délègue dans certains syndicats de bassins versants. Donc le rôle aussi du vice-président, c'est aussi de siéger dans différentes instances. Donc les syndicats de bassins versants, donc notamment moi je siège à syndicat Cherdon-Isaac. Et ce que j'ai oublié de dire, l'intercommunalité, il y a 12 communes et on est sur 2 bassins versants. Donc bassin versant de la Loire, donc Trélières est sur le bassin versant de la Loire, et on a 3 communes sur le bassin versant de la Vilaine. Donc Éric, Fête-Bretagne et Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Donc le rôle du VP, c'est aussi de siéger dans toutes ces instances. Alors soit en étant VP, mais aussi en étant membre. Voilà. Donc moi aussi, ça c'est un accord entre nous. Non, c'est un accord. Donc voilà, Pierrick siège à l'Éden et moi je siège aussi à l'Éden, mais en qualité de membre. Et donc on a les syndicats de bassin versant, mais on siège aussi à Atlantico. On est membre d'Atlantico. Alors Atlantico, c'est le gestionnaire de l'eau potable. Alors grossièrement sur la Loire-Atlantique, il y a Nantes, donc qui gère la métropole nantaise, et autrement sur toute la Loire-Atlantique, principalement, hein, c'est Atlantico qui gère l'eau potable, aussi bien en Nord-Loire qu'en Sud-Loire. Donc il y a eu tout un déroulement, ça s'est fait sur plusieurs années. Hein. Voilà, et donc je suis aussi membre d'Atlantico, et je suis en train de chercher encore, je suis aussi coprésidente, mais là, plus le volet biodiversité Natura 2000. Voilà. Donc on est amené, mais toujours sur le volet eau, et là, on suit les dossiers. Je suis membre de la clé aussi, dans le cadre du SAGE. Comment ? Ah oui, c'est la commission locale de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle le Parlement de l'eau. Voilà. Avec le SAGE, c'est le schéma d'aménagement de la gestion de l'eau, et donc c'est un outil, hein, pour la qualité de l'eau, la qualité de l'eau, les zones humides, les protections de zones humides, tout ce qui est lié en fin de compte à l'eau. Et juste un dernier point aussi, ce que je rappelle souvent, et ça j'essaye avec mes collègues, l'eau, je dis souvent, c'est transversal. L'eau, c'est pas que ma délégation, c'est aussi quand mon collègue travaille sur l'urbanisme. Alors c'est compliqué parce que on est là, on empiète sur les prérogatives des uns et des autres, mais donc l'eau, c'est aussi l'urbanisme. Donc les ruisseaux, on est en train de retravailler aujourd'hui. Il y a une évolution, hein, par rapport au ruissellement. Donc l'urbanisme, l'agriculture. Voilà, on sera peut-être amené à un moment donné d'en reparler. Voilà, et aussi l'économie, parce que quand on met en place une zone d'activité, c'est bien aussi qu'on puisse, que la VP en charge de l'eau se permette de dire, surtout que nous, on a quand même un territoire. Bon, le territoire de la CCEG, c'est un territoire d'eau. Voilà. Après, je vais passer la.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, en ce qui concerne l'Eden, il faut savoir que c'est un syndicat mixte donc, qui travaille sur le bassin versant de l'Erdre et qui donc est chef de file sur les actions qui visent à améliorer la qualité de l'eau. Ça, c'est un des premiers points. Mais également à mener des actions pour reconquérir la biodiversité du milieu. Et puis également de coordonner les actions qui permettent aux usagers de l'Erdre de cohabiter dans de bonnes conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le territoire du bassin versant, je reviens sur ce que tu disais, Gwen, la goutte d'eau qui tombe, hein, bon, bah, si elle tombe sur le bassin versant de l'Erdre, qui mesure à peu près 1000 km², il y a des chances que si elle n'est pas captée avant, qu'elle n'est pas consommée, qu'elle n'est pas évaporée, qu'elle arrive à Saint-Félix, hein, voilà, et qu'elle se jette dans la Loire. L'Erdre, en fait, pour vous situer très rapidement ses caractéristiques, c'est une rivière qui mesure à peu près 98 km de long, qui prend sa source à la Pouèze, qui se trouve en Maine-et-Loire, au nord-est du Lourou-Biconnet. Et ce bassin versant qui fait 1000 km², en fait, vous avez tout un réseau de cours d'eau, de chevelus, qui permet d'alimenter l'Erdre. Parce que quand vous allez à la Pouèze, l'Erdre, c'est vraiment un tout petit cours d'eau qui, des fois, même est à sec. Hein. Et donc, sur ce réseau de chevelus, donc ça qui représente au total un développé de 1300 km. Vous voyez un peu l'étendue du milieu. Et tout ce chevelu, bien sûr, il y a des points de départ, on a au total 800 points de départ. C'est-à-dire qu'on a 800 petits cours d'eau qui alimentent d'autres plus grands cours d'eau, des cours d'eau plus grands qui vont se jeter dans l'Erdre et qui ensuite, l'Erdre va se jeter dans la Loire. Donc, comme je dis toujours, c'est un travail de fourmi. Parce que les plans d'action qui sont mis en place, et ça c'est une de mes principales activités en tant que vice-président en charge des activités agricoles, c'est de mettre en application des actions qui ont été diagnostiquées sur le territoire afin de reconquérir la qualité de l'eau. Donc ça passe par des financements qui ont été votés, qui vont être financés en grande partie par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la région des Pays de la Loire, les deux départements donc de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, puis également les EPCI qui se trouvent sur le bassin versant. Et donc, à partir de là, on dresse un plan d'action où on va chez les agriculteurs pour leur dire, ben voilà, il va falloir on souhaite réaliser chez vous des travaux qui vont permettre d'améliorer la qualité de l'eau. Alors, tu parlais tout à l'heure, Gwen, aussi des problématiques d'ASEC, de réchauffement climatique. Il faut savoir que, idéalement, il faut pouvoir retenir l'eau. Et il y a un bon moyen de la retenir, et c'est des choses qu'on essaye de mettre en place dans le cadre de nos actions, c'est de réaliser des zones tampons qui vont permettre de retenir un peu l'eau, mais qui également vont l'assainir. Parce que lorsque vous faites une zone tampon, les plantes qui sont en présence vont venir capter les nutriments qui sont dans l'eau, donc les éléments notamment comme le phosphore et les nitrates, et ainsi vous allez améliorer la qualité de l'eau. Et cette eau qui va s'écouler ainsi jusqu'à Nantes, elle va également, à certains endroits, venir alimenter des nappes phréatiques. Et puis il ne faut pas oublier que la principale source de captage d'eau en Loire-Atlantique, c'est dans la Loire, pour pouvoir alimenter la métropole nantaise. Et que la zone de captage secondaire, en cas de problème sur cette zone de captage qui se trouve au niveau de la Loire, c'est dans l'Erdre, entre Saint-Miel et le cours des 50 otages. Donc si on a des problématiques de qualité d'eau dans cette zone-là, au niveau de l'Erdre, on ne peut pas capter l'eau pour pouvoir la distribuer. Donc toutes les actions qu'on mène au niveau de l'Eden et que moi je mets en application, ce sont justement des actions auprès du monde agricole pour pouvoir améliorer petit à petit, parce que c'est vraiment un travail de fourmi, la qualité de l'eau qui va arriver à terme au niveau de notre robinet. Voilà. Merci pour ce premier tour. Bien évidemment, on va vous donner la parole assez vite. Je voudrais juste poursuivre sur un aspect. On en a parlé, et après, vous me direz si pour vous ça fait écho ou si c'est pas un sujet. On se l'est dit un peu en aparté juste avant. La qualité de l'eau est un sujet évolutif. Les normes que nous avons
Ce sont des normes qui ont changé, changent, changeront. Et on a des exigences qui s'accroissent avec un cahier des charges qui change. Donc on a une capacité à rechercher des polluants qu'on n'avait peut-être pas hier, puis on n'avait peut-être pas l'envie de le faire non plus. Dans tous les cas de figure, on est dans un cadre qui n'est pas exactement le même qu'il y a quelques années. Je donne un exemple. La connaissance évolue, les indicateurs changent. Il y a eu un tournant en 2021. Les substances recherchées évoluent en nombre. Par exemple, les PFAS, vous savez, les polluants éternels dont on entend parler à la télé. Les PFAS, on ne les recherchait pas encore parmi les 1000 métabolites de pesticides. Et aujourd'hui, on n'en recherche que 170 sur les 1000 existants. Donc il en reste quand même 830 qu'on ne cherche pas. On ne les diagnostique pas. Pour autant, on a évolué. Le cas du S-métallochlore, qui est un herbicide, on a un seuil d'acceptabilité qui a évolué en sévérité. On avait un seuil de tolérance qui était plus élevé, il l'est moins. Je pense qu'on progresse, c'est plutôt pas mal. Pour autant, on a une ignorance majeure, c'est le niveau de dangerosité des métabolites. Ce qui veut dire que techniquement, on est quand même un peu en double aveugle, on ne sait pas bien ce que ça produit. Ces produits-là, on ne sait pas bien ce que ça donne. On n'a pas beaucoup de recul, on n'a pas beaucoup de recherches qui ont été faites. Et puis on a une autre question, c'est l'accumulation de certains pesticides dans l'eau. Le niveau d'accumulation des uns avec les autres. Parce qu'en fait, pris isolément, c'est une chose, mais ensemble, ça donne quoi? Donc, on a des questions qui restent complètement ouvertes. Le seuil des 1 microgramme par litre comme seuil de qualité est aujourd'hui le seuil que nous connaissons. Le seuil de 3 microgrammes, donc 30 fois plus, on est à 0,1 microgramme par litre pour le seuil de qualité. Le seuil de 3 microgrammes comme valeur sanitaire transitoire déclenche simplement une surveillance renforcée. Donc en fait, il y a des choses qui interrogent très fortement. Encore une fois, l'aspect technique, je le survole en 2 minutes. Pour se dire qu'il est absolument hors de portée du commun des mortels. C'est un truc de technicien. Et pour autant, ça nous concerne tous. Donc on aura le devoir, les uns et les autres, d'être bien informés. Sauf que c'est d'une complexité folle. Donc il faut faire confiance aussi aux élus, aux agents. Et Christine l'a souligné, on a affaire à des agents à la CCEG et ailleurs, mais notamment à la CCEG, des agents au sein de la communauté de communes qui sont très compétents et qui sont très investis. Des gens qui croient à ce qu'ils font et qui le font très bien. Donc ma question est la suivante. Aujourd'hui, pour vous, sur le territoire, sur le nôtre, mais c'est sans doute vrai ailleurs, hein, mais pour le coup, je vais vous demander ce que vous faites vous, quels sont les enjeux chez nous? C'est l'accès à l'eau, pour tous, y compris en période d'étiage, de sécheresse? C'est la qualité? C'est le niveau des masses d'eau, leur qualité? Les masses d'eau, encore une fois, hein, c'est les rivières, c'est les lacs, c'est ces choses-là. Je traduis un peu pour faire vite. C'est la protection des captages? On en a parlé aussi, vous en avez parlé les uns et les autres. Est-ce que c'est ça l'enjeu? Est-ce que c'est la protection des biens et des personnes suite à des événements climatiques? On a une compétence qui s'appelle la compétence GEMAPI, la gestion et la prévention contre les inondations, notamment. Donc la protection des biens et des personnes, qui est une compétence qui est remontée à la CCEG, à la communauté de communes. Je dis toujours CCEG, on est entouré de sigles, pardon, on a tous fait le... Voilà, il y a beaucoup de sigles. Est-ce que c'est la protection des biens et des personnes, donc je le disais, la sécheresse, le retrait, gonflement des argiles, les atteintes aux biens? Est-ce que c'est, dernier point, et c'est le 6e, les risques pour l'activité économique? Et je pense, quand je dis activité économique, y compris à l'agriculture, c'est une activité économique de premier plan. Donc en cas de sécheresse ou de forte pluie. Est-ce que pour vous, c'est donc accès, qualité, niveau des masses d'eau, protection des captages, protection des biens des personnes ou risque pour l'activité économique? Est-ce que c'est tout ça et comment vous le voyez? Alors je crains que la soirée ne suffise pas, parce que chacun de ces points pourrait faire l'objet d'une réunion spécifique, tellement il compte. Alors déjà, moi, je peux dire qu'à Safré, on cumule, puisque nous avons une nappe phréatique, nous avons le risque inondation et aussi retrait-gonflement des argiles. Donc vous voyez, on est aux premières loges pour un certain nombre de ces problématiques. Donc évidemment, les enjeux de demain, on sait très bien qu'on sera confronté à une ressource avec un accès plus compliqué, c'est évident sur les périodes estivales. Moi, je voudrais surtout parler de la question de la qualité, qui est celle que j'ai suivie du plus près. Et je m'excuse
je vais un peu dramatiser les choses, j'espère ne pas vous faire peur pour autant, mais la situation est extrêmement critique. Pierrick le disait tout à l'heure, il a tout à fait raison, et pour l'avoir aussi vécu, c'est vraiment un travail de fourmi. Mais c'est un combat inégal. Et c'est là où c'est compliqué, où ce travail de fourmi ne suffit pas si ensuite nous n'avons pas les outils pour vraiment viser à une protection. Je vais vous donner quelques exemples assez concrets. Il n'y a pas un mois sans qu'on ne ferme pas un captage quelque part en France. Ou alors qu'on restreigne l'eau du robinet, c'était le cas à Nord-sur-Erdre pour les femmes enceintes, les enfants. Donc là, les derniers exemples en date de mémoire, c'est le Loir-et-Cher, la Bretagne, les Ardennes. Donc regardez, très régulièrement, ça revient. Ces 20 dernières années, sur le bassin Loire-Bretagne, qui nous concerne, un captage sur 6 a été fermé. En France, depuis 40 ans, on a fermé 14 500 captages d'alimentation d'eau potable. Et nous en avons aujourd'hui à peu près autant que le nombre de communes. Je crois qu'on doit en avoir 34 000, quelque chose comme ça. Donc vous voyez ce que ça peut représenter. Alors ce n'est pas toujours lié à des causes de pollution, parce que parfois ça peut être simplement la raréfaction. Voilà, on n'a plus la ressource suffisante pour pouvoir capter. Mais dans un tiers des cas, c'est lié aux problématiques de pesticides. Alors je vais reprendre quelques éléments de citation. Il y avait la FNCCR, alors encore un acronyme, mais on s'en fiche. En gros, pour faire simple, la FNCCR regroupe toutes les collectivités. Donc, c'est-à-dire, là, on parle des élus, des communes ou des communautés de communes qui ont la charge. Il faut le rappeler, ce n'est pas l'État. Ce sont les collectivités, donc les communes et les intercos, qui ont l'obligation de distribuer une eau qui soit conforme aux normes de qualité. Et donc, cette fédération a posé une question très simple l'année dernière, c'était: demain, pourra-t-on encore boire une eau non polluée en France ? Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'était la semaine dernière, j'ai lu ça dans la presse, là du coup, c'était la Confédération paysanne qui disait au sujet justement de la fermeture des captages et des problématiques dans le Loir-et-Cher, donc qui disait qu'on était assis sur une bombe à retardement. D'autre part, si vous avez le courage et l'envie, il y a eu un excellent rapport interministériel, ça c'est la version courte parce qu'autrement ça fait 588 pages, donc un rapport qui avait été commandé par Elisabeth Borne et qui a failli ne jamais sortir puisque je pense que ses conclusions étaient un peu embarrassantes, qui conclut à l'échec global de la préservation des nappes phréatiques par rapport à l'enjeu pesticide. Et puis je pourrais ajouter aussi qu'à titre personnel, je pense vraiment qu'on joue avec le feu, c'est-à-dire que cela fait... là on a les éléments. Je veux dire, c'est trois ministères, 3 inspections générales, on fait un travail vraiment remarquable, extrêmement pointu. Nous connaissons le constat, nous savons où nous en sommes. Nous savons que si on continue à ce rythme-là, demain, on ne pourra plus garantir justement partout en France de distribuer une eau de qualité, voilà, une eau du robinet en laquelle on puisse avoir confiance. Donc, qu'est-ce qu'a fait Agnès Pannier-Runacher selon vous ? Lorsqu'elle était encore ministre, elle a regardé les conclusions et puis aussi les recommandations qui étaient faites dans ce rapport. Pas du tout. Elle a parlé d'une feuille de route qu'on a attendue un petit peu, qui a fini par revoir le jour. Et là, il y a une grande conférence nationale sur l'eau qui fait que tout le monde va encore discuter pendant des mois. Il y a un groupe national captage qui va aussi parler des captages, qui va définir plutôt ce que sont les captages sensibles. Alors je vais faire un petit focus là-dessus pour que là encore vous ayez quelques éléments de compréhension. Nord-sur-Erdre, Safré, ce sont 2 captages prioritaires Grenelle. C'est comme ça qu'on les appelle. Parce qu'à un moment, il y a une prise de conscience quand même qu'il y a des endroits où les pollutions, soit nitrates, soit pesticides, étaient à un niveau tellement élevé que ça allait devenir compliqué de continuer à les distribuer. D'ailleurs, des fois, il y a des dilutions, enfin des mélanges pour que ça puisse continuer à être conforme aux normes. Donc, le Grenelle de l'environnement,
c'était en 2009. Donc en 2009, on a établi une liste prioritaire de 500 captages en France en disant, voilà, bon, ceux-là, il va falloir s'en occuper. Et puis comme ça ne suffit pas, en 2014, conférence environnementale, on en a rajouté 500 de plus. Donc on peut se dire que depuis le temps, vous voyez, ça fait maintenant plus de 15 ans, hein, depuis le temps, on a forcément avancé. La réponse est pas du tout. La réponse est, finalement, sur tous ces captages, on est toujours plus ou moins dans une situation critique. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec le groupe national captage? On va rajouter une liste supplémentaire de 3000 captages, peut-être. On va peut-être aller jusqu'à 7000. Et puis, on va parler de délimitation, et puis on va parler de plan d'action, c'est-à-dire la même chose qu'avant. Et tenez-vous bien, sur les premiers, là, sur les captages prioritaires Grenelle, il y en a encore un certain nombre qui n'ont ni délimitation, ni plan d'action. C'est-à-dire qu'on a dit il y a plus de 15 ans, attention, là, il faut vraiment agir tout de suite sans perdre de temps. 15 ans plus tard, on en est toujours exactement au même point. Et le dernier dispositif en date, qui s'appelle les zones soumises à contraintes environnementales. D'ailleurs, peut-être qu'on en parlera, parce qu'il y en a une sur le captage, pour protéger le captage de Nord-sur-Erdre. Donc ces ZSE, je crois, doivent couvrir à peu près 6% des captages prioritaires, ce qui n'est pas énorme, loin de là. Et nous sommes toujours sur le même principe que celui qui existe depuis des décennies maintenant, le principe des actions volontaires. Donc il n'y a aucune contrainte, ou quasiment pas, c'est à la main du préfet, ce sont les préfets qui peuvent décider. Et donc on a dit, voilà, pendant 3 ans, on va mettre en place un certain nombre d'actions volontaires, en espérant réduire les pollutions, etc. Et à l'issue de ces 3 ans, on fera un point, et peut-être qu'on pourrait mettre en place des mesures coercitives. Pour l'instant, quasiment nulle part en France, il n'y a d'obligation. Donc c'est quand même un con, parce qu'il y a des endroits où on sait que ce ne sera plus possible. Et moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, et c'est pour ça que j'avais proposé que j'avais défendu cette proposition de loi qui s'intitulait « Protéger durablement la qualité de l'eau potable ». Et ce n'était pas une idée qui m'est venue tout d'un coup, c'est juste l'émanation, encore une fois, d'un combat qui a été porté par de nombreux élus sur les territoires, par les collectivités, enfin par tout un tas de monde, évidemment, mais en se disant il est temps d'agir et de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'il va falloir des obligations, il va falloir de la coercition, et évidemment, ça ne se fera pas contre le monde agricole, ça se fera en l'accompagnant. Mais il y a des dispositifs qui existent, ils sont nombreux, soit par la PAC, soit par ailleurs, on en parlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, on ne peut plus se permettre le luxe de continuer à polluer, parce que derrière, il y a 2 types d'enjeux. Il y a les enjeux sur la santé, tu l'as dit tout à l'heure, la présence de quantités quand même assez importantes de pesticides. Et puis le fameux effet cocktail. Et encore une fois, Génération Future a fait un rapport extrêmement poussé qui disait qu'en fait, sur les métabolites à risque, 71% d'entre eux n'étaient pour l'instant recherchés nulle part. Donc ils sont là, mais on ne les cherche pas. Donc des enjeux pour la santé et des enjeux pour les finances publiques. Aujourd'hui, on dépense un peu plus d'1 milliard, 1,3 milliard pour dépolluer l'eau en France. Pour atteindre le bon état, vraiment, global, si on voulait plus ambitieux, il faudrait 5 milliards par an. Et toutes les collectivités vont être confrontées demain à ce qu'on appelle un mur d'investissement, c'est-à-dire vont devoir toujours dépenser beaucoup plus pour dépolluer. Donc est-ce qu'on continue de dépenser un argent qu'on sait qu'on n'aura plus demain jusqu'au point de rupture absolue, ou est-ce qu'on se dit qu'il est temps d'engager une transition et justement d'utiliser une partie de ces fonds plutôt pour accompagner le monde agricole et faire en sorte de résoudre le problème à sa source, ce qui semble une solution qui pourrait être logique, mais je peux vous garantir qu'il y a des résistances terribles et des freins qui font qu'aujourd'hui ça reste un vrai combat. Merci beaucoup, même si le tableau est noir, merci pour ces précisions. Je veux pas noircir le tableau, voilà. Mais donc il y a des solutions techniques, mais on est quand même au point où on finit aussi par se poser des questions sur si on n'arrive pas à une impasse technique.
C'est-à-dire qu'il y a, donc on a eu l'exemple de l'usine d'eau potable de Nord-sur-Erdre, où en fin de compte, on a fait une nouvelle usine qu'on n'a pas ouverte tout de suite. On a décalé de 6 mois l'inauguration parce que tout d'un coup, on a découvert alors je crois que c'était des TFA, voilà, qu'on cherchait déjà depuis plusieurs années, mais qu'on ne trouvait pas. Et là, tout d'un coup, ce TFA a surgi. Et ensuite, donc, là, on a aussi des nitrates. Et le souci des nitrates, c'est qu'on peut les traiter qu'avec avec l'osmose. Mais l'osmose, il y a le coût et il y a aussi l'impact sur les quantités d'eau. C'est-à-dire que, alors je ne sais plus, je ne peux pas dire, je crois que, bon, admettons pour 1 litre d'eau qui passe dans l'osmose, je crois qu'on n'en récupère que 3, même pas, je crois, moins que ça. Voilà. Donc, et là aujourd'hui, chose qui n'arrivait pas autrefois, là on a parlé de qualité d'eau, mais quantité d'eau. Nous aujourd'hui, sur notre territoire, on ne pensait pas que ça pourrait arriver. On a à certains moments des inquiétudes, notamment on a eu ça avec la Loire, à un jour près. Johanna Roland le dit régulièrement, on aurait été obligé de distribuer des bouteilles d'eau. Donc, et ça, on n'avait jamais imaginé que sur en Loire-Atlantique, ça pouvait arriver. Et l'osmose, oui, pourquoi ? Alors ça coûte très cher, mais aussi, il y a des inquiétudes aussi en termes de dépenses d'eau. Merci Christine. Alors moi, du coup, je vais parler quantité. Comme ça, on va être complet. On va être complet. Il faut savoir que sur le bassin versant de l'Erdre, on a eu, bon, vous êtes témoin, on a eu beaucoup de pluie l'année dernière. Hein. Il n'y a pas eu je crois qu'on n'était pas vraiment en déficit. Nous, à Nord-sur-Erdre, on a eu des crues à plusieurs reprises qu'on n'a jamais vues, même au mois de juillet. Et ben, malgré ça, sur le bassin versant de l'Erdre, sur la partie nord-est, il y a des cours d'eau qui sont en situation critique de quantité, même quand il pleut. Parce qu'en fait, ce sont des cours d'eau qui se vident très vite. Parce qu'il y a eu des travaux de réaliser pour pouvoir faire des drainages, vous voyez, pour pouvoir vraiment épurer ces zones-là. Si bien que, du coup, ils sont en déficit d'eau. Donc, le problème, c'est que l'eau s'évacue très vite. Et donc, lorsqu'elle est partie, on ne peut plus la récupérer. À titre d'illustration, quand on parle d'étiage, c'est-à-dire au moment où vraiment le niveau est au plus bas, au lieu dit Vaud à Nord-sur-Erdre, on est à 40 litres par seconde. Lors des crues de l'année dernière, on est monté à 60 mètres cubes par seconde. Donc on a un facteur de 1500. Vous imaginez un peu la différence de quantité. Donc là, il y a beaucoup de débit, l'eau s'évacue, très bien. Bon, là, dans ces circonstances-là, bien sûr, il faut l'évacuer. Mais le souci, c'est que dans les périodes sèches, il faudrait pouvoir, en amont, conserver de l'eau pour que les ruisseaux la délivrent régulièrement, tranquillement, aux périodes, dans ces périodes-là. Donc il y a des solutions qui existent. Tout à l'heure, je vous parlais des zones tampons, mais il y a une zone tout à fait naturelle qui peut être mise en application, ce sont les marais. Un marais, lui, va capter l'eau pendant les crues, en plus va l'assainir, parce qu'il y a des plantes qui vont consommer les produits chimiques. Voilà. Donc l'eau va être épurée, et lorsqu'il va se vider tranquillement, lorsque le niveau va baisser en aval, il va évacuer de l'eau assainie, donc de l'eau de meilleure qualité. Donc voilà, la problématique de débit, c'est une chose à prendre en considération, parce que là, ce sont des choses qu'on voit, nous, en surface, au niveau des cours d'eau, alors que dans les nappes phréatiques, là, on ne voit pas forcément, donc bien sûr, il y a des relevés qui sont faits. Sur celle du Plessis-Pas-Brunet, à Nord, on a la chance d'avoir une nappe qui est plutôt résiliente, c'est-à-dire qu'elle a une grande capacité en volume, malheureusement, elle est polluée. Mais il y a d'autres nappes phréatiques où là, par contre, les variations sont beaucoup plus brutales. Donc ce sont des choses qu'il faut prendre en considération parce qu'on a besoin d'eau. Alors il faut savoir que ceux qui consomment le plus d'eau, celui qui consomme le plus d'eau, c'est le monde agricole, pour commencer. Et puis que derrière, on a le monde de l'industrie. Et après, les particuliers, c'est-à-dire nous. Donc en fait, on consomme l'eau qui reste. Donc la gestion doit être la mieux ordonnée possible pour pouvoir justement que tout le monde puisse bénéficier de l'eau. Donc voilà ce que je voulais dire sur la notion de quantité sur les eaux de surface. Christine voulait rajouter une chose. Pas longtemps. Je pense que
je ne crois pas que tu aies cité ce point-là. Je crois qu'il faudrait aussi au niveau de tout le monde qu'on ait une culture de l'eau. On se rend compte qu'il y a, justement, tout à l'heure on a dit petit cycle, grand cycle, zone humide, marais. Et je crois qu'il y a vraiment une méconnaissance. Et je pense que, alors je dirais même les préfets, là, ça serait bien aussi qu'ils fassent une. Non, mais je crois qu'il y aurait une autre approche et qu'on arriverait un peu mieux aussi à progresser. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui connaissons l'eau. Voilà. Et je crois qu'il faudrait vraiment qu'il y ait ce développement. Au football, on appelle ça une passe décisive. Tu viens de me faire un truc absolument génial, c'était pas prévu. Si on avait voulu le faire, on n'aurait pas réussi. Une soirée comme celle de ce soir a pour vocation justement de nous donner les uns et les autres des éléments d'appréciation et de compréhension. Il y en a trois autres, dont on m'a fait part ce soir, et je vous en parle tout de suite, qui se déroulent sur le territoire. Je vais les prendre dans l'ordre d'apparition sur l'agenda. On a une soirée à venir le 3 octobre à Grand-Champ-des-Fontaines, à la salle des Cèdres, proposée par le CCFD Terre Solidaire. Et donc, la thématique, le titre de la soirée, c'est l'eau, sang de la terre et source de la vie. Ce sera présenté par Hélène Vido-Martin-Gousset. Et je vous y invite, c'est le vendredi 3 octobre, à la salle des Cèdres, à Grand-Champ, à 20h30. Donc là, on est en dehors du territoire qui est le nôtre, mais c'est un regard avec un focus un peu plus large. Et première idée de compréhension de ce que dit Christine, à savoir le grand cycle, le petit cycle, enfin essayer de se donner une culture de l'eau. Deuxième soirée qui va avoir lieu, qui se déroule en 2 temps, à la Noé Verte à Grand-Champ, le 7 octobre, à 20h30 pour la partie soirée, mais un spectacle au préalable à 18h30, un spectacle avec la compagnie Bulle de Zinc de Safré. Je dis pas de bêtises, c'est bon? J'ai tout bon là? Pardon, c'est là, voilà. Et ensuite, la soirée, c'est l'eau qu'on assassine. C'est ça, hein? Je dis pas de bêtises. Avec le GAP 44 notamment, mais aussi avec Atlantico, 2 représentants d'Atlantico et un représentant du GAP 44. Et c'est animé ou c'est présenté par Fabrice Nicolino. Voilà. 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 Donc le livre, c'est l'eau qu'on assassine. Voilà. Et troisième façon de se donner une culture commune ou de travailler sur le sujet, puisqu'en l'occurrence, il y a un gros travail qui est fait par le Conseil de développement. Donc je salue les membres qui sont présents là ce soir. Lancement d'un cycle d'échange et de réflexion sur l'eau. Le Conseil de développement Erdre-et-Gèvres propose une matinée d'information et d'échange. L'eau au cœur de notre territoire, un bien commun à préserver. C'est marrant, j'ai utilisé ce mot-là, je crois, tout à l'heure. Et la notion de préservation, j'étais là-dessus aussi, avec une conférence de Gérard Gruot, qui est chercheur au CNRS, directeur de recherche émérite au CNRS, et membre du Haut Conseil breton pour le climat. C'est le samedi 11, de 9h15 à 12h30, samedi 11 octobre, à Éric, à l'espace des Bruyères. L'entrée est libre et gratuite. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour se donner une culture commune, pour essayer d'apprendre sur un sujet d'une complexité folle, vous l'avez tous les trois souligné, et surtout qui nécessite une implication, Jean-Claude, tu l'as dit, on a des réticences, moi je l'entends, hein, des raisons, des blocages que j'imagine, mais encore une fois, peut-être qu'on y reviendra. Il y a des blocages en tout cas. Quelles sont les raisons? Elles sont sans doute multiples. Et c'est le moment où je vous passe la parole aux uns et aux autres pour vous poser vos questions à nos 3 élus. Suivant, voilà. On va faire un truc assez simple. On prendra des questions par ordre de 3 pour que ce soit plus facile. Et puis, si c'est des remarques, c'est des remarques. Si c'est des observations, c'est des observations. Ça marche de la même manière. Voilà. Rebonsoir et un grand merci déjà pour tout ça. Alors moi, je vais faire 2 questions d'un coup. La première, c'est en tant que citoyen militant, acteur, qui a envie d'agir pour l'environnement. Est-ce que vous avez des conseils d'action qui ont un vrai impact dans des associations, peu importe, mais comment on pourrait, nous, à notre petit niveau de citoyen, essayer de participer à la préservation de la qualité de l'eau? Et la deuxième question, elle est
plus au niveau du foyer. Aujourd'hui, il y a plein de systèmes qui permettent, soi-disant, l'eau qu'on va consommer à la maison, de l'améliorer, les trucs sur la tuyauterie, les blocs de charbon, etc. Est-ce que vous avez des recommandations à nous faire pour avoir la meilleure eau possible au robinet ? Moi, j'ai plusieurs questions, mais je commencerai par une qui... je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, enfin, ça appelle aussi peut-être des réponses. C'est cet été, en plein mois de juillet, j'ai eu l'occasion de me balader du côté de Nord-sur-Erdre et de constater à l'heure, on était en juillet, août, on commençait à avoir des craintes sur la ressource en eau dans les jours et les semaines à venir, et à constater donc au rond-point qui se trouve l'accès à la piscine, Cap Nord, etc., des jets d'eau permanents, jour et nuit, sur des cultures de maïs, sur une zone qui, je crois, est à 2 pas de la zone de captage du Plessis-Brunet. Une culture de maïs dont on sait que c'est rarement biologique. Voilà. Est-ce qu'on peut, quand on voit ça et qu'on assiste à ça quotidiennement, en plein soleil en plus, et voire même les jours, il y a eu des jours de pluie, mais ça continuait à pisser encore les jets d'eau. Comment après on peut demander au Pékin que nous sommes de mieux gérer l'eau, quoi. Il y a 2 poids 2 mesures, à mon avis. Comment se fait-il que des pratiques de ce type ne puissent pas être interdites, tout simplement, et ça va même sur l'ensemble de, comment dirais-je, de la zone de captage du Plessis-Brunet. On sait très bien d'où vient le problème du Plessis-Brunet. C'est une agriculture intensive, polluante, qui empoisonne tout le monde. Difficile de comprendre qu'on puisse continuer à accepter de telles pratiques, sachant que c'est la santé des populations qui est en jeu, notamment. Oui, moi c'est sur la protection des captages, parce que je suis surpris, enfin, je n'avais pas trop suivi cette affaire-là, mais quand j'étais en activité professionnelle, bon, il y a bien longtemps, mais à la Chambre d'agriculture, déjà, on parlait, on a fait des zonages de protection de captage. Il y a eu des débats là-dessus. Et depuis, c'était dans les années 2000, depuis, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour la protection des captages? On donne à nos élus la possibilité de répondre. Je résume en 2 mots, mais je pense que vous les avez en tête. Comment on agit à notre niveau quand on est un citoyen? Quelles améliorations techniques, le cas échéant, sur son réseau domestique? L'irrigation sur des cultures de maïs qui sont très consommatrices, en plein été, en pleine pluie, en pleine journée, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est logique? Pourquoi laisse-t-on faire? Et la protection des captages, qu'est-ce qui bloque et comment on les protège? Je vais commencer peut-être par la dernière, et puis on va essayer de couvrir l'ensemble. Qu'est-ce qui bloque? On va dire les choses telles qu'elles sont. Ce sont des syndicats agricoles qui ne veulent absolument pas changer leur pratique. Moi, lorsque, encore une fois, j'ai porté cette proposition de loi, ou même avec le groupe transpartisan, ça a été qualifié d'ambition fanatique, de dogmatisme. Enfin, vous voyez, je pense qu'on est loin de ça dans le groupe que nous avons constitué en Loire-Atlantique. Nous sommes plutôt des élus raisonnables et conscients justement des enjeux qui sont liés à l'eau. Et demain matin, je vais aller faire un tour en Ille-et-Vilaine du côté de Saint-Just, parce que normalement, il y a une réunion des élus du Sage-Vilaine. Donc on en parlait tout à l'heure, ce sont les instances qui gouvernent l'eau. Et donc il y a eu 3 ans de concertation, de travaux dans
dans les différentes instances qui constituent le SAGE. On parlait tout à l'heure des clés, il y a des comités de bassin, enfin bon, etc. etc. Et à l'issue de ces travaux, il y a eu quelques décisions pour protéger, là encore, les endroits où vraiment c'était extrêmement sensible et compliqué. Ça représente, que vous ayez une petite idée, 1,5% du volume de la superficie plutôt du bassin, et il s'agit, dans des endroits bien définis, de limiter l'utilisation de pesticides sur les maïs. Eh bien, demain, vous allez avoir des agriculteurs qui seront là pour empêcher les élus de se rendre à cette réunion et qui ont dit publiquement qu'ils étaient tout à fait opposés aux mesures jugées contraignantes, telles que les restrictions sur les produits phytosanitaires, que la limitation du drainage, puisqu'il était aussi question dans cette concertation de protéger les zones humides, dont on sait que leur disparition fait peser des enjeux très sérieux sur la biodiversité, ou encore l'encadrement du stockage de l'eau, ce qui revient à votre question, monsieur, sur le fait qu'on... Donc voilà, et ce sont les mêmes, excusez-moi, je suis peut-être un petit peu brutal, mais c'est aussi l'expérience, ce sont les mêmes qui sont à la table des négociations et qui, effectivement, tiennent un discours officiel sur, voilà, nous faisons des efforts, nous sommes conscients que, etc. Et donc, vous allez retrouver ces mêmes personnes demain matin à Saint-Just pour s'opposer finalement aux fruits de discussions et de débats tout à fait démocratiques qui ont vraiment réuni l'ensemble des acteurs. Voilà, avec les 3 collèges, peut-être que Christine, tu pourras ajouter un mot, pour que ça ne se fasse pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur que de cette toute petite partie, ce soit étendu. Et pourquoi ils ont si peur ? Parce que les pesticides sont dangereux. Parce qu'il faut le dire et le redire, moi j'étais à La Rochelle le week-end dernier pour l'appel de La Rochelle où il y avait tout un tas de collectifs, il y avait les gens de Sainte-Pazanne qui étaient là, les parents de la plaine d'Aunis. Eh ben, tous ces problèmes ne tombent pas du ciel. Donc à un moment ou à un autre, il faut faire preuve de responsabilité et on oublie quand même accessoirement que dans notre Constitution est inscrit le principe de précaution. La moindre des choses en la matière, c'est enfin de recourir au principe de précaution. Merci. Je vais juste préciser, donc, alors on nous a dit aussi qu'on était hors sol. Voilà. Et donc à la clé, donc c'est vraiment un organe avec différents participants, puisqu'il y a 3 collèges, un collège d'élus, un collège de différents acteurs. Donc il y a les agriculteurs, il y a aussi les associations d'agriculteurs, il y a le monde du tourisme, je crois, puis il y a l'État. Et voilà, et souvent on entend quand même les agriculteurs dire on n'est pas consulté. Je peux vous assurer que dans ces différentes instances, ils sont bien présents. Surreprésentés à certains moments et avec des prises de parole surreprésentées aussi. Et notamment, juste tout à l'heure, on a parlé de la zone ZSCE, là, les protections au-dessus des zones de captage. Eh bien, il y a eu donc, on a eu des comités de pilotage et on a quand même constaté que donc le au niveau des décisions ou des études de protocole, les agriculteurs avaient les informations avant que les élus les aient. Et en plus, ce sont quand même des documents extrêmement techniques. Donc, à certains moments, on a besoin d'être accompagnés. Mais en fin de compte, nous, les élus, donc il y avait Chloé notamment, puis un ensemble d'élus, on nous a donné les documents. Alors, juste, je crois, la veille, mais au dernier moment. Et on s'est bien rendu compte que les agriculteurs les avaient depuis un certain temps. Merci. Je pense que Pierrick voulait ajouter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Juste pour compléter, effectivement, sur la problématique, tu parlais des ZSCE, nous, ce qu'on arrive à faire au niveau communal, par exemple, c'est qu'on signe des baux environnementaux avec des agriculteurs qui exploitent des parcelles sur la zone de captage. Donc, quand ils veulent bien le faire, c'est nickel. Par contre, ceux qui ne veulent pas, on ne peut pas les forcer, puisque c'est sur la base du volontariat, comme tu disais tout à l'heure. Et là, cette problématique, on la retrouve nous aussi sur tout le bassin versant de l'Éden, parce que ce qu'on souhaiterait faire,
ce qui a été diagnostiqué par des études. Donc c'est sur des secteurs qui sont exploités, et dans certains cas, malheureusement, les agriculteurs ne veulent pas en entendre parler. Alors, c'est pas toujours parce qu'ils veulent pas qu'on change leur modèle, c'est qu'ils sont des fois la tête sous l'eau déjà, ils ont peur qu'on rajoute quelque chose par-dessus. Et c'est pour ça que la peur fait que souvent, ils font marche arrière. Mais effectivement, il y a des cas, je parle du captage du Plessis à Brunet, où là, les cultures qui sont réalisées sont arrosées. Sur des périodes qui sont chaudes, mais attention, il y a quand même des directives préfectorales qui autorisent ce genre de pratique, parce qu'on est, par exemple, cette année, on n'est pas passé en zone, en période de sécheresse, on est resté en zone de vigilance. Donc l'arrosage était toujours autorisé. Hein. Mais c'est vrai que d'arroser sur une zone de captage avec en plus un épandage de pesticides, forcément, ça ne va pas dans le bon sens, quoi. Hein. Enfin, juste pesticides, mais il y a aussi tous les engrais. Voilà, donc qui vont aussi rentrer dans la nappe à terme, quoi. Les actions. Les actions, c'est d'abord on a besoin d'être soutenus, nous, les élus, hein, parce que parfois on se sent un peu seul. Et parfois, il y a quand même, sur le territoire, il y a eu différentes manifestations. Souvent, ça a été à Nord-sur-Erdre, là. Même s'il pleut, il faut venir quand même, là. La dernière manifestation, je me permets de le dire, on s'est senti un peu seul. Voilà. Quand on a voulu que l'aéroport ne se fasse pas, même quand il pleuvait, on était là. Donc, voilà. Et puis autrement, les recommandations à la maison, je pense qu'il faut aussi qu'on vous rassure. Aujourd'hui, l'eau potable qui est distribuée... Souvent, ce que dit Michael de Rangeon, qui est quand même qui est VP, hein, qui est un expert, souvent les solutions qu'on va vous donner, le charbon, il y a aussi, il y a de l'osmose aussi, je crois, pour la maison. Ça peut être pire, le remède peut être pire que le mal. Alors plus sur le volet bactérien. L'eau potable qui est à votre robinet, elle est buvable. Elle est même souvent, hein, sur le plan bactériologique. Voilà. Après, il y a un peu de résidus sur certains. Alors, il y a avec le captage de Nord-sur-Erdre, moi, je m'étais fait quand même confirmer. Dans la crèche de Sucé-sur-Erdre, il était indiqué dans le règlement intérieur que les biberons étaient confectionnés avec de l'eau du robinet. Et là, par contre, compte tenu des nitrates, on déconseille quand même de faire les biberons avec l'eau du robinet. Mais autrement, elle est buvable. Et je ne suis pas sûre que ce soit mieux d'utiliser certains matériels. Et puis on va continuer à voir Michael de Rangeon avec nous, c'est formidable, même quand il n'est pas là. Mais il le répète souvent, finalement, l'exposition aux pesticides, c'est pas avec l'eau qu'elle est la plus élevée, c'est avant tout par le biais de l'alimentation, et de très très loin, et aussi avec l'air qu'on respire. Donc, mais par contre, entre l'air, l'alimentation et l'eau, sur les trois, il y a un endroit où on a des contrôles extrêmement précis, réguliers et toujours mesurés, c'est l'eau. C'est le bien finalement que l'on consomme qui est le plus contrôlé. On ne contrôle pas tout, etc. Mais effectivement, on le contrôle. On a même, je ne sais pas si vous avez lu cet article du Monde qui disait que même les nuages qui passent au-dessus de nos têtes sur le sol français étaient saturés de pesticides, qu'on pouvait avoir mais c'est normal puisque c'est de l'eau, c'est de l'évaporation, donc dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Et puis on sait aussi qu'avec l'eau en bouteille, il y a les microplastiques que je viens d'ingérer tout à l'heure. Et puis il y a eu le scandale aussi de Nestlé Waters où finalement on s'est rendu compte que même les eaux qui nous étaient présentées comme d'une pureté irréprochable, en fait ils utilisaient les mêmes techniques de traitement que pour l'eau potable, c'est-à-dire notamment les charbons actifs, l'ionisation, etc. Et voilà, donc on peut quand même boire l'eau avec vigilance, mais jusqu'à quand, encore une fois, moi mon propos c'est vraiment il faut qu'on exige que partout en France, demain on n'ait pas une eau à deux vitesses, qu'il y ait des collectivités qui ont les moyens, qui puissent justement garantir aux usagers et aux usagères de consommer une eau conforme aux normes. Et puis les autres, juste un exemple, tout à l'heure Christine en parlait,
Pierrick pourrait le dire aussi, Nord-sur-Erdre, géré par Atlantico, Atlantico a toujours une politique à la fois de transparence, de vigilance et puis on va dire d'anticipation aussi, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc ils ont cherché autre chose que ce qu'ils sont supposés chercher réglementairement. Et donc c'est là où ils ont trouvé des taux de TFA. Le TFA, c'est un polluant interne. Et puis d'1,4 dioxane, qui là, du coup, est plutôt un polluant d'origine industrielle à des taux assez importants. Et déjà, aujourd'hui, techniquement, on n'a pas forcément les moyens. Alors, il n'y a pas d'obligation, puisqu'encore une fois, ces recherches étaient précédées plutôt l'obligation, parce que pour les PFAS, on en parlait tout à l'heure, les PFAS, ce sera à partir de début 2026 qu'on va commencer à les chercher. Et combien on va en chercher ? De manière obligatoire. Je vous écoute, vous avez eu les enjeux. On va en chercher 20. La liste, pour l'instant, en France, c'est 20 qu'on va chercher un petit peu partout. Donc, si vous ne connaissez pas encore TFA ou DIPA, ou etc., je pense qu'en 2026, vous allez beaucoup entendre parler de ces éléments-là. Et je reviens, ce que je voulais dire sur Nord, parce qu'il n'y avait pas que ces problèmes-là, parce qu'on va en retrouver un peu partout. Il y a une politique volontariste aussi de rester sur les taux les plus exigeants pour le chlorothalonil. Donc il y a un vrai souci en Loire-Atlantique, un petit peu partout. Rien que pour cette unique molécule, une molécule, ça représente un investissement annuel de plus d'1,5 million d'euros. Justement pour rester sous la barre des 0,1 microgrammes. Oui, sur un captage. Donc ça donne une petite idée, vous voyez, de l'ampleur en fait. Et souvent, on parle de souveraineté tout le temps, à toutes les sauces. Alors c'est souvent un prétexte d'ailleurs pour faire passer. Moi, je peux vous parler de la souveraineté en matière d'eau potable. Nous n'en avons absolument aucune. Pour dépolluer l'eau, nous avons besoin de charbon actif que nous importons le jour où d'autres pays décident de ne plus nous vendre de charbon actif. Il n'y aura plus d'eau potable en France. C'est juste pour la petite histoire, mais c'est aussi un élément qu'il faut avoir en tête. Je voulais rebondir sur un aspect, la protection des captages, ça a été évoqué à l'instant, ça a été évoqué aussi par Pierre qui demande, au-delà de qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi j'ai entendu dire, après c'est une question plus qu'une affirmation, qu'on avait la capacité d'instaurer des zones de préemption du foncier pour protéger les captages. C'est un outil juridique qui existe depuis longtemps, depuis très longtemps. On a le côté coercitif qui n'existe pas parce qu'on a décidé qu'il ne fallait pas le faire. On a peut-être des gens qui ont du poids et des lobbies qui sont suffisamment puissants. Voilà, première raison. On a une capacité à se dire, on passe des contrats avec des agriculteurs pour des bonnes pratiques dans des zones de captage et donc on rémunère la perte d'exploitation lorsqu'il y a une perte de rendement qui est liée à l'absence d'intrants. Ok, très bien. C'est une politique volontariste. Ça veut dire qu'on a besoin d'agriculteurs qui sont moteurs. Quand on a des agriculteurs qui ne sont pas moteurs, pour les raisons qu'on a évoquées, ils sont sous l'eau, ils sont emmerdés à ne plus savoir comment on peut les emmerder, ils n'ont pas de quoi vivre, ils ne retirent pas suffisamment de leur production pour se dégager un salaire décent, ils bossent comme des sourds et ils sont endettés à vie. Donc ça, une fois que c'est dit, déjà c'est plus facile, parce que je pense qu'il faut en avoir conscience. Il y a un modèle économique qui les étrangle. Mais est-ce qu'on n'a pas la capacité, justement, nous, les élus, de les désétrangler en allant acheter le foncier et en le remettant à disposition au travers de contrats de bonne exploitation, voire même de les salarier. Alors je sais qu'on va loin. Du salariat d'agriculteurs par des collectivités, ça peut sembler un peu incongru. Mais techniquement, ce n'est pas du tout interdit. Je veux savoir si ces questions-là font écho, si ça peut éventuellement, un jour, sous une forme ou sous une autre, être utilisé. Alors, clairement, ça fait partie des sujets épineux avec le monde agricole. Pierrick, Yves Dauvé pourra en témoigner. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je vais te laisser parler du cas de Nord-sur-Erdre où ça avait été envisagé, où ça a fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive, cette question-là. Oui, la préemption et l'acquisition foncière est pas celle qui est privilégiée. Par contre, pour positiver pour une fois, il y a des endroits
où ça marche. Il y a un certain nombre d'initiatives. Alors, j'ai souligné la qualité du travail d'Atlantico. Il y a aussi Terre de Source, haut du bassin rennais, qui a obtenu des résultats significatifs. Et souvent, l'exemple que je cite, c'est celui d'Eau de Paris. Eau de Paris, alors, ils ont eu recours un petit peu à l'acquisition foncière, de manière marginale, mais ils ont réussi à conventionner sur 14 000 hectares avec des agriculteurs. Parce que tout le monde nous dit c'est pas possible, etc. Enfin, souvent on entend ça, hein, arrêtez de nous emmerder avec vos histoires de protection des captages. Eux s'y sont mis, donc ils ont conventionné, et ça marche tellement bien qu'ils envisagent de doubler. Donc si jamais le monde agricole était lésé dans l'opération, je pense que ça fait longtemps qu'ils l'auraient fait savoir et que leur expérimentation se serait arrêtée. Et donc, résultat, ils ont réussi à faire baisser de 75% le niveau des pesticides dans l'eau potable. Donc comme quoi, avec une politique volontariste assumée, et il y a des aides, puisqu'il y a des dispositifs, hein, les prêts pour services environnementaux, les mesures agro-environnementales, etc. Enfin, il y a des aides qui existent pour accompagner. Donc financées par les agences de l'eau, ils prouvent que c'est pas une chose impossible, et la plupart du temps, c'était des conversions à l'agriculture biologique. Et c'est une solution, effectivement, pour protéger les captages. On peut dire soit on interdit les pesticides, soit on oblige, effectivement, sur ces terres très sensibles, à n'avoir que des pratiques qui puissent être compatibles et ne mettent pas en péril la qualité de la ressource. Voilà, oui, donc pour compléter, effectivement, il y a 5 ans et demi, c'est une action que notre maire a voulu mener, et ça s'est mal passé avec les agriculteurs en place, donc ça a capoté. Bon, après, je disais tout à l'heure qu'on arrivait à passer des baux environnementaux sur des parcelles communales, ben, ça marche aussi. Voilà, ça, quand on peut le faire, c'est très bien. Donc, quand le monde agricole est volontaire, ça se passe très très bien. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces zones avec des périmètres qui sont assez restreints, dans les périmètres restreints, il y a également des aides financières qui peuvent être apportées par Atlantico, sous réserve de pratiquer telle culture. Voilà, en faveur justement du secteur pour éviter les intrants. Dans un autre registre, tu parlais de l'aide des agriculteurs. On met aussi en place au niveau de l'Éden, là je reprends la casquette Éden, ce qu'on appelle des MAEC, des mesures agro-environnementales et climatiques, qui permettent à des agriculteurs de continuer ou d'être accompagnés dans des transitions de modèles agricoles. Ce sont des programmes qui durent 5 ans, et ça leur donne un petit ballon d'oxygène pour certains sur 5 ans. Voilà, donc ça leur permet justement de sortir la tête de l'eau. Voilà. Donc c'est le genre de choses qu'on peut mettre en place et sur lesquelles nous on travaille au niveau du bassin versant. Ok, merci beaucoup. On reprend une série de questions si vous en avez. Si j'ai une question pour de vrai. On en parle beaucoup en France de la gouvernance de l'eau en disant c'est un truc exemplaire, le Parlement de l'eau, etc. On a travaillé dessus un peu avec des syndicats et des groupes politiques pour se renseigner. On a rencontré Greenpeace, entre autres. Greenpeace vient de sortir une étude là-dessus. Alors sur le bassin Loire, c'est Loire, Poitou, la Vienne, etc., cette partie-là. Et c'est affolant, quoi, parce qu'il décrit bien que c'est pas du tout démocratique. Il y a 2 raisons à ça. C'est la présence majoritaire des agriculteurs ou de représentants du monde agricole, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs, il y a aussi ceux qui, par clientélisme, ils défendent les agriculteurs de chez eux, etc. Bon, voilà. Et les décisions qui sont prises sur le plan du volume d'eau qu'on peut prélever pour l'agriculture, sur le problème de qualité d'eau, de tous ces traitements, ils sont pas pris en compte finalement, et les élus se trouvent minoritaires, c'est comme le comble. Et même si les élus sont minoritaires, les préfets ont un pouvoir discrétionnaire on dit que c'est les communes qui gèrent l'eau, mais c'est l'État qui gère l'eau, je suis désolé. C'est les préfets qui prennent des décisions, qui refusent d'appliquer les recommandations, etc. Ça, c'est la réalité. Et ce gouvernement, il n'y a plus de gouvernement. Ça ne changera pas grand-chose.
c'est bon. Voilà. Ça, donc, je sais pas l'avis que vous avez là-dessus ou la pratique que vous avez là-dessus, mais on parle beaucoup de clés de syndicats d'eau et compagnie. Et puis moi j'entends les élus qui sortent en disant on n'a pas les informations. Tiens, le préfet les avait données aux agriculteurs avant. Donc c'est que des trucs comme ça. Mais lisez le rapport de Greenpeace. Je sais pas, on doit pouvoir le trouver sur le net. De toute façon, c'est pas compliqué pour l'instant. Voilà. C'est fantastique. Et puis alors moi je peux pas laisser passer les trucs sur l'agriculture comme ça. Mais Loïc Bonnet a raison. C'est pas bien de voir de l'eau ruisseler par 40 degrés avec du vent souvent, etc. C'est de la perte et compagnie. Bon, d'accord. Mais si on attaque le problème agricole comme ça, on va dans le mur. Parce que vous allez braquer tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas irrigants. Il faut arroser compte tenu du réchauffement climatique, compte tenu de ce qui se passe, puis même en année normale, ça arrive. Les maraîchers, s'ils n'ont pas l'arrosage, ils ne peuvent pas produire de légumes. Les arboriculteurs, s'ils ne peuvent pas arroser, il n'y a pas de fruits. Je suis désolé, c'est la réalité. Et au lieu de dire c'est abominable, c'est insupportable de voir ça, etc., il y a des grands principes qu'il faut mettre en avant. Premièrement, il faut de l'eau pour produire des produits agricoles, alimentaires, etc. Il faut qu'on discute elle sert à quoi l'eau? On sait qu'il y aura 30% d'eau en moins de disponible, d'après le GIEC, d'ici 2030, 30% en moins de disponible pour tous les usages. Dans les usages à les centrales nucléaires aussi. Ils n'en consomment pas trop, mais ils l'utilisent quand même. Donc qu'il y ait vraiment par territoire ou par bassin, qu'il y ait vraiment des discussions démocratiques, où moi je suis désolé, mais le poids des consommateurs, des utilisateurs, parce que leur santé en dépend, il doit être prioritaire sur les enjeux d'entreprises agricoles. Voilà. Et parlez pas d'agriculture, parlez plutôt de lobby agro-industriel qui a le pouvoir là-dedans. C'est pas l'ensemble du monde agricole, je suis désolé. Tous les syndicats ne sont pas sur la même base. Voilà. Donc faisons attention à ce qu'on dit là-dessus. Donc il y a des possibilités de travailler, ça a été dit. Et pour aller plus loin, moi je pense qu'il faut revoir la gouvernance de l'eau. Voilà. Je vous pose la question, comment vous voyez ça? Merci d'abord de ces précisions. Et j'ai lu cet excellent rapport de Greenpeace qui s'appelle « Démocratie à sec ». Enfin, c'est le sous-titre effectivement qui en dit long effectivement sur la mainmise des lobbies. Je suis d'accord avec vous, qui veulent absolument maintenir certaines pratiques. Alors Christine disait qu'elle ne ressentait pas forcément à l'échelle de la clé, donc ce serait peut-être bien que moi qui n'en fais pas partie, que tu puisses compléter le propos. Moi, je ressens pas ça, moi, au niveau de la clé Loire-Estuaire. Alors, je pense que c'est lié au président de la clé, voilà, et aussi le président du Siloa, qui sont des gens engagés, qui connaissent bien le sujet et qui ont vraiment envie de faire évoluer les choses. Moi, je peux comprendre que peut-être pour certains sages, c'est pas la même chose. Mais voilà, c'est le. En plus, comment? Qui sait qui fait les comptes rendus, qui sait qui applique les décisions, qui applique. Ouais. Non, n'applique pas les décisions. C'est partout pareil. Je connais des gens, des élus qui bossaient sur la partie estuaire, ils disent ça aussi. Ils disent on n'a pas vraiment le pouvoir. Le préfet aurait pu, depuis longtemps, appliquer des mesures coercitives à Nord-sur-Erdre. Il avait le droit de le faire. C'est dans l'application. Il aurait pu effectivement décider de le faire. Moi, j'ai entendu le préfet de Charente-Maritime dire la semaine dernière que là où le volontariat n'apportait aucun résultat, il se gardait la possibilité de mettre en place des mesures obligatoires. J'ai trouvé que c'était un discours plutôt courageux parce que je ne l'ai pas entendu très souvent dans la bouche des représentants de l'État. Et je trouve que parfois, effectivement, et c'est bien de le rappeler, les préfets ont peut-être un pouvoir qui est disproportionné par rapport à leur niveau de compétence sur la question. Alors je ne doute pas que les préfets soient des experts d'à peu près tous les sujets, mais ce sont quand même des enjeux très particuliers. Je ne suis pas sûr que tous les préfets de France soient aussi pointus sur les questions liées à l'eau. Pourtant, c'est un petit peu eux qui, in fine, oui, peuvent accélérer ou au contraire ralentir les efforts des uns et des autres. Moi, j'aurais voulu poser une question sur l'assainissement.
Est-ce que sur l'Éden ou bien sur la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres, on a des problèmes d'assainissement, enfin de pollution industrielle ou d'assainissement industriel qui est mal fait, ou est-ce que toutes nos zones d'activité sont bien? Et sur l'assainissement individuel, je crois qu'en assainissement collectif, il y a eu un gros travail de fait. Enfin, à mon époque, il y avait eu un gros travail de fait, je crois que maintenant aussi. Mais en assainissement individuel, on en est où? On a non collectif, individuel. Alors, juste, ouais, au niveau de l'Éden, en fait, on regarde ce qui se passe au niveau des rejets déjà des particuliers, parce que c'est vrai que, bon, ne serait-ce que le phosphore, ça alimente énormément des petites bêtes qui sont dans l'herbe et qui s'appellent les cyanobactéries. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà. Donc là, on a mis en place un protocole qui permet de continuer les activités, même si à présence, voilà. Enfin bref. Et puis, au niveau des rejets industriels, nous, on ne fait pas de contrôle en direct. Par contre, il y a des organismes qui doivent vérifier ce genre de choses sur la conformité de l'évacuation. Moi, ce que je sais, c'est que lorsque on a sur notre territoire à construire ne serait-ce qu'au niveau des actions communales, lorsqu'on a à construire des hangars, des choses comme ça, il faut prévoir des systèmes de rétention, enfin toutes ces choses-là. Donc, non, mais au niveau de l'Éden, on ne regarde pas ces éléments-là en direct, on s'appuie sur d'autres organismes pour faire ces contrôles. Voilà, le SPANC. Donc, à la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres, on a la compétence donc assainissement collectif depuis 2020 et assainissement non collectif depuis un certain temps. Il est clair qu'au niveau des assainissements individuels, il y a de gros progrès à faire. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles, mais en fin de compte, on ne met pas de pénalité. Donc on peut avoir des contrôles successifs et que 20 ans après, les assainissements soient toujours pas aux normes. Alors là, à l'intercommunalité, on a quand même mis en place, ça y est, on a osé le faire, mis en place des pénalités pour les gens qui n'avaient pas d'assainissement, parce que ça existe encore, il y en a peu. Par rapport à d'autres intercos, on n'est pas trop mal, mais voilà. Donc on met des pénalités aujourd'hui pour les gens qui n'ont pas d'assainissement et les personnes qui achètent une maison. Et quand on achète une maison, donc il y a un contrôle et on est obligé de faire les travaux dans les 1 an qui suivent l'acquisition. Et on se rend compte, et très souvent, quand vous avez fait cette acquisition, très souvent, le prix d'acquisition est baissé quand on se rend compte que l'assainissement n'est pas aux normes. Donc il y a des négociations entre le vendeur et l'acheteur. Donc là, pour les personnes qui n'ont pas fait les travaux, là, on vient de mettre des pénalités. Et bizarrement, aujourd'hui, donc, quand on met des pénalités, alors avec envoi de courrier, les gens ne réagissent pas trop, envoi de recommandé, et là, bizarrement, on voit les gens qui commencent à faire les travaux. Voilà. Au point où aujourd'hui, la communauté de communes donc, accompagne les gens. Alors, il y a quand même des contraintes de ressources. Mais on peut donner 3 000 € pour accompagner. Alors un assainissement individuel, c'est à peu près 12 000 €. Donc on peut attribuer 3 000 €. On a une enveloppe et là on va être obligé d'agrandir l'enveloppe parce qu'aujourd'hui on a accompagné sur une année c'est 24 assainissements. Et là, on explose. Et là, on va être obligé d'ouvrir une plus grande enveloppe. Voilà. Mais en fin de compte, bizarrement, les gens, il n'y a pas tant de personnes que ça qui rouspètent. Ils savent qu'ils sont hors clou. Et voilà. Donc la prochaine étape, ça va être d'aller encore plus loin au niveau des pénalités. Voilà. Alors, l'assainissement collectif. Faut quand même, alors, tout ce qui est industriel, nous, l'Interco, on n'a pas la compétence pour tout ce qui est industrie. Comment ?
Oui, oui, à Trélières, on a un sujet, mais il n'y a pas qu'à Trélières. Donc, j'ai du mal à comprendre, par exemple, pourquoi il y a certains maires qui veulent, je ne parle pas de l'interco, hein. Globalement en France, il y a eu tout un débat pour des maires qui voulaient garder la gestion de leur assainissement collectif. Nous, on se rend compte à l'intercommunalité que heureusement que c'est passé, quand on parle du millefeuille, là souvent, heureusement que c'est passé compétence intercommunale. Quand même, depuis 2020, on a soit réhabilité ou construit une step par an. Station d'épuration. Station d'épuration, pardon. Hein, parce que, en fin de compte, il y avait des stations d'épuration qui étaient plus aux normes. On avait même sur une commune, on avait un arbre qui avait poussé au milieu du bassin de décantation. Donc, et à Trélières, on a un vrai sujet. Voilà. Où en fin de compte on a un souci avec la station d'épuration, où on a mis en place un système qui en 2009 je crois était novateur et qui aujourd'hui ne fonctionne plus bien. Voilà, on a des rejets, voilà, et on va être obligé donc de mettre une station d'épuration mobile qui va nous coûter très très cher. Voilà. Et on va changer le type de dispositif. Avant, c'était des membranes, et là, ça va être de la boue activée. Et ce n'était pas prévu dans notre plan de pluriannuel d'investissement. Voilà. Alors, je veux souligner un truc avant que Jean-Claude reprenne la parole. Moi, j'entends dans les propos qui sont tenus 2 ou 3 éléments qui m'intéressent parce qu'en fait, on a des éléments positifs et on n'en a pas eu beaucoup ce soir. Donc il y en a 2, 3 que je voudrais souligner. La prise de conscience dont parle Christine, à savoir que les gens, quand ils ont un assainissement à refaire, ils en ont conscience. Ça ne veut pas dire qu'ils ont les moyens, ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent. Mais pour le coup, ils ont compris qu'ils étaient responsables d'une partie de la chaîne du cycle de l'eau, du petit cycle de l'eau. Bon, déjà, on a ce point-là. Deuxième chose, on a aussi une capacité à convaincre des agriculteurs de muter vers des pratiques qui sont plus vertueuses. Et on les accompagne économiquement et on n'est pas face à un truc qui se ferme. J'entends ce qui se passe sur la région parisienne. J'y vois là, moi, pour le coup, une très belle réussite et dont on pourrait s'inspirer. Il y a une question que je me pose, et elle est totalement ouverte. J'ai entendu parler il y a 20 ans, quand j'ai commencé à bosser, de réutilisation des eaux usées et épurées. Donc en fait, pour les process industriels, faire refroidir des machines ou produire sans contact alimentaire, avec de l'eau qui n'est pas potable, plutôt que d'utiliser de l'eau potable dans des circuits industriels. Ce qui est complètement ridicule, puisqu'en fait, on va aller chercher de l'eau qui est de très très bonne qualité pour refroidir des machines ou pour je ne sais quoi. Réutilisation des eaux usées et épurées, ça permet aussi normalement de produire de l'alimentation. Il y a des normes, il y a des pays qui le font, l'Espagne le fait depuis 30 ans, la Grèce le fait. Les endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, je pense pas que des pays d'Extrême-Orient ou de Moyen-Orient le font. Donc réutilisation des eaux usées et épurées, est-ce que ce n'est pas un sujet qu'il faudrait investir? Et puis, dernière chose que je voulais souligner, les capacités épuratoires sur un territoire limitent les droits à construire. Je vous la fais courte, super courte. Il y a un truc qui s'appelle le SIAM 40, qui est une étude sur la métropole nantaise, qui vise à horizon 2040 de savoir quelles sont les capacités pour le territoire à accueillir de nouveaux habitants. Si on n'a pas de capacité épuratoire, on va interdire aux maires d'avoir des opérations de lotissement, de ZAC et d'habitat. La Loire-Atlantique accueille 15 000 habitants de plus par an, la ville de Nantes et l'agglomération la moitié, et l'autre moitié c'est sur le reste du territoire. La communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres est une communauté dynamique qui accueille énormément de population, 1000 habitants par an de plus. Si on n'a pas de capacité épuratoire demain, on n'aura pas de capacité à faire de nouvelles opérations. On pourra avoir ici le permis de la petite maison, puis une autre là, puis une autre là. Mais des opérations d'envergure, des lotissements, des logements pour les jeunes, des logements pour les anciens, des choses comme ça, on pourrait avoir un préfet qui nous dise non, vous ne les ferez plus. Donc ne pas s'occuper de ces questions-là aujourd'hui est une vraie difficulté. Voilà ce que je voulais... Oui, non, mais en fait, je pense que ça n'est pas su. C'est ça que je veux dire. Ça n'est pas su par la population. Nous, à Sucé-sur-Erne, il y a un lotissement qui ne se fera pas. Alors, il y a plusieurs raisons, mais entre autres, nous, on est sur les 12 communes, on est la seule commune qui n'a pas de station d'épuration.
Donc on envoie tout sur Nantes Métropole. Voilà, on a une convention avec Nantes Métropole. Voilà. En plus, c'est un dossier que je connais bien, parce que quand j'étais adjointe en charge du cadre de vie, déjà on parlait de ce dossier-là. Et par contre, la réhute, attention. Voilà, simplement, aujourd'hui, quand on a des ruisseaux à sec, les rejets de nos stations d'épuration permettent d'avoir un filet d'eau. Voilà. Donc pour les poissons, voilà. Et moi j'avais vu un colloque où il faut pas croire que c'est la solution comme ça. Voilà. Il faut regarder. C'est différent en fonction de certains bassins versants. C'est quelque chose où il faut prendre le temps de poser les choses et d'étudier. Voilà. Oui, nous, ça a été notre cas sur la commune de Nord, hein, effectivement. Notre station d'épuration, elle est relativement récente, hein, parce qu'elle a été réalisée juste avant le passage des compétences au niveau de l'intercommunalité. Et un des arguments qui a fait qu'elle a été refaite, c'est justement parce qu'il fallait anticiper l'évolution foncière, en fait, des logements admissibles sur la commune. Et comme tu disais, il y a un quota à ne pas dépasser. La capacité d'épuration conditionne directement le nombre de permis de construire que vous pouvez attribuer pour pouvoir construire de nouveaux logements. Est-ce que vous avez encore quelques questions ou est-ce que vous... Ah, très bien. Oui, c'est une question pour Jean-Claude Roux. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur le contenu de la loi en projet ? Je vous en ai amené quelques exemplaires, donc vous pourrez la lire si vous voulez. Alors, en vous expliquant que des propositions de loi, on peut en déposer 3 par jour. Donc celle-là, c'est la version, on va dire, la plus ambitieuse qui avait été déposée au mois d'octobre dernier. Ensuite, elle a été retransformée 2 fois, au mois de janvier puis au mois de février donc de cette année, pour pouvoir être compatible avec la niche parlementaire. Parce qu'en fait, lorsque nous sommes députés, Fabrice pourra en témoigner, nous n'avons que 2 possibilités finalement pour faire aboutir nos propositions de loi. C'est soit dans le cadre des niches, donc c'est-à-dire 1 fois par an pour chaque groupe politique, ou alors dans le cadre des semaines dites de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des textes à caractère transpartisan. Et comme souvent il y a beaucoup de textes sur ces journées-là, il faut réduire à 1 ou 2 articles, parce que sinon, dès qu'on a... Là, il y avait 7 articles dans cette version-là. Si vous en avez 7, vous y passez toute la journée de 9h à minuit, puisqu'avec le nombre d'amendements potentiels... Donc voilà, donc vous pourrez la lire. Aujourd'hui, elle a été votée 1 fois, puisque donc elle faisait partie des textes qui étaient proposés dans le cadre de la niche du groupe écologiste et social. Elle a été votée en commission développement durable et aménagement du territoire, mais elle n'a pas pu être étudiée dans l'hémicycle, puisqu'elle est en 4e position et nous avions fini notre niche sur le début du 3e texte. Les 2 premiers, je vais le rappeler quand même parce qu'on en est un petit peu fiers, c'était la taxe Zuckman et l'interdiction des PFAS. Donc c'était quand même une belle journée, même si on n'a pas pu avoir la satisfaction d'étudier ce texte-là. On avait quand même passé les 2 un petit peu plus tôt. Et ça a été repassé une 2e fois sous forme d'amendement par une collègue. Donc maintenant, ce que nous espérons, c'est pouvoir retravailler avec des collègues... d'autres bords politiques pour voir si on peut en faire un outil dans la semaine de l'Assemblée nationale. Donc on sait qu'on a quelques soutiens, mais là ce sont des sujets qui sont éminemment politiques, vous voyez bien. Au-delà de la question de l'eau et de ce qu'on pourrait se dire tous, voilà, parce que tous les grands discours sur le bien commun, sur cette ressource qu'il faut préserver, sur reconquérir la qualité, etc., ensuite, vous vous heurtez, on l'a dit tout à l'heure, à des lobbies. Et là, moi, je sais que, par exemple, une des réponses que m'avaient faites les membres de la majorité quand on en avait discuté une semaine avant la fameuse niche, ils m'ont dit, de toute façon, il est hors de question de défendre une loi comme celle-là une semaine du Salon de l'agriculture. Donc voilà, la messe était dite. Vous voyez à quoi ça se joue parfois. Est-ce que je vous propose de venir prendre un verre et de partager le pot de l'amitié, ou est-ce que vous avez encore quelques petites questions? Et de toute façon, vous pouvez aussi poser vos questions sans micro, sans caméra, sans rien.
dans le cadre de le pot de l'amitié aussi. Hein. Et est-ce que ça vous convient si on passe... Ah, il reste une question. Très bien. Tu as failli passer la trappe. Ouais, j'avais deux petites questions. La première, c'était donc, vous avez bien présenté la multiplicité des instances qui s'occupent plus ou moins de l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi à ce niveau-là, en termes d'efficacité, et qui serait peut-être nécessaire de réfléchir à une nouvelle façon de gérer l'eau demain sur nos territoires? Parce que, bon, c'est une question que je me pose. La deuxième, c'était quelle était la place de la science derrière dans ces instances. Moi, je travaille dans le milieu de la pêche. Vous devez connaître, mais dans le milieu de la pêche, en fait, tout repose sur la base d'avis scientifiques. Et derrière, il y a des instances collégiales qui se réunissent et qui discutent et prennent des décisions sur la base d'un avis scientifique, qui est la référence. Est-ce que ça se passe pareil pour... Enfin, comment ça se passe au niveau de l'eau? Vaste sujet. Est-ce que la gouvernance n'est pas pléthorique? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'instances, trop de monde et c'est trop compliqué? Est-ce qu'il n'y a pas un millefeuille? Et par ailleurs, est-ce que la base de discussion, ce n'est pas un diagnostic partagé, incontestable et scientifique qui permettrait d'avancer? Alors concernant la gouvernance, ce que je peux dire, c'est que nous, on mène des actions en complémentarité entre les différentes instances. Hein. Par exemple, on parlait de la GEMAPI tout à l'heure. Donc la GEMAPI, c'est une compétence intercommunale sur la CCEG, sur la Compa, sur notre métropole. Par contre, c'est l'Eden qui l'a sur la partie Maine-et-Loire. Après, les actions qui sont menées sur, par exemple, la CCEG, sur les actions de, par exemple, de plantation, enfin de refonte des cours d'eau, de plantation de haies, ça se fait en complémentarité avec les actions de plantation de haies qui sont faites avec le monde agricole sur la CCEG. Et il y a des concertations, les techniciens se réunissent régulièrement pour pouvoir échanger sur le sujet. Donc, à notre niveau, il n'y a pas de problème lié à la gouvernance proprement dit, parce qu'on mène des actions en complémentarité. Je rejoins ce que dit Pierrick. Moi, tout à l'heure, je disais que j'étais dans beaucoup d'instances, mais aussi parce que l'eau, c'est un peu spécifique. On parle de l'eau, il n'y a pas de frontières. Et en général, on parle de bassin versant. Donc, en fonction du bassin versant dans lequel vous êtes, vous allez siéger dans ces différents bassins versants. Donc, c'est pour ça qu'on siège dans beaucoup d'instances. C'est pareil, l'eau, je disais tout à l'heure, c'est transversal. Donc, en fin de compte, on balaye beaucoup de sujets. Et comme dit Pierrick, en fin de compte, il y a des complémentarités. Donc, c'est vrai, vu de l'extérieur, mais je vois mal... non, je ne crois pas qu'il y ait de millefeuille. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, moi, je trouve... Ma délégation, alors c'est beaucoup de travail quand même, c'est bien d'avoir les deux volets, le milieu aquatique et assainissement, parce que j'arrive, et souvent, alors j'agace les techniciens, parce que je voudrais bien qu'on ait l'eau potable, l'eau pluviale. Parce que là, on aurait tout le cycle de l'eau. Et en termes de réflexion par rapport parce que tout s'interconnecte. Donc les ruissellements, voilà. Et je pense pas qu'il y ait... Par contre, autrement, l'autre question sur l'appui scientifique, quand on est sur l'eau potable, on est vraiment ça s'appuie sur des faits scientifiques. Au niveau aussi des milieux aquatiques, on est sur des faits scientifiques. Et aussi, c'est compliqué parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a des évolutions. Tout à l'heure, tu as parlé des chevelus, les têtes de bassin versant. Et aujourd'hui, on a des constats. Par exemple, on sait que quand au niveau de la qualité de l'eau des ruisseaux, pour vraiment agir, parce qu'entre... Tu parlais tout à l'heure les longueurs des ruisseaux et en fin de compte, ça coûte très très cher de retravailler les ruisseaux, reméandrer, remonter les lits. Et en fin de compte, il faut voir sur quel secteur est primordial, sur quel secteur il faut agir. Parce que admettons, on va agir simplement sur 1/10 du ruisseau. Et par exemple, il y a des bilans qui sont faits et on sait que pour vraiment avoir au niveau
niveau de la pollution, de vraiment avoir des résultats, en fin de compte, il faut travailler sur les têtes de bassin. Et c'est vrai que le chevelu, ça fait peu de temps, en tout cas, moi j'ai l'impression que quand on parle des chevelus, avant, comme quand on a les cartes, hein, on voit le début de la source, c'est qu'un point. Alors qu'aujourd'hui, en fin de compte, c'est tout un ensemble de chevelus qui, en fin de compte, font la tête de bassin. Et il y a plein de... ça évolue, ce qu'on disait il y a quelques années, comme moi j'ai connu l'époque où on disait allez hop, pour l'eau, pour évacuer, on fait tout, on trace tout droit. Non, aujourd'hui on prend le code Napoléon aujourd'hui pour travailler sur les reméandrages. Donc non, ça s'appuie bien sur des faits scientifiques. Et on travaille aussi avec le secteur de la pêche. Il y a plein d'acteurs. Et sur la question de l'eau, il y a les donneurs d'ordre qui sont la Direction générale de la santé et puis les ARS qui établissent aussi les listes en fonction des circonstances locales. C'est comme ça que ça s'appelle un petit peu partout. Et derrière, ceux qui vraiment font le boulot, c'est l'ANSES. Donc dans les préconisations du fameux rapport, il était question de renforcer justement les moyens de l'ANSES, ce qui semble absolument indispensable. Mais dans le même temps, il ne vous aura pas échappé dans les débats de cet été, ou plutôt du printemps à l'Assemblée nationale, qu'il y avait un certain nombre de députés qui, dans le cadre du projet de loi simplification, qui porte bien mal son nom, voulaient se débarrasser au contraire d'un certain nombre d'agences, l'ANSES, l'INRAE, l'OFB, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc à tous ceux qui disent on n'a jamais essayé ce que vous savez, on n'a jamais essayé aussi un monde sans scientifique, sans agence, et j'ai pas envie de l'essayer franchement. Et pour compléter sur la question scientifique, tout à l'heure j'ai parlé de la problématique des cyanobactéries. Donc on travaille avec l'ANSES parce que là-dessus on s'est basé sur des données scientifiques, sur des taux déjà décelables, à ne pas dépasser. Donc ce sont des éléments qui ont été étudiés et donc qualifiés et quantifiés et qui nous permettent d'établir des scénarios permettant de continuer à pratiquer, à utiliser, à pêcher dans l'Erdre, même avec présence de cyanobactéries. Voilà. Donc ce sont des faits scientifiques au départ qui ont servi à établir ce protocole. Merci. Si vous en êtes d'accord, je vais remercier Christine, Pierrick et Jean-Claude pour l'effort de vulgarisation au sens noble du terme, pour l'effort de partage et de compréhension d'un sujet qui mériterait 10 soirées, et on voit bien qu'il y a 3 thématiques, 3 soirées, 3 journées qui vont avoir lieu et qui traitent de sujets différents dans les semaines qui viennent. Donc on voit bien que le sujet est gigantesque. On n'avait pas l'ambition de le traiter en 2 heures, on avait l'ambition de l'effleurer. On avait ambition de vous y intéresser. Donc je vous remercie beaucoup pour l'effort que vous avez fait, le temps que vous y avez consacré et surtout la largesse d'esprit que vous m'avez accordé, parce qu'en fait, dire l'eau dans tous ses états, c'est juste casse-gueule. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je voulais aussi vous dire qu'il y aura d'autres temps à venir que nous allons traiter sous le format conférence-débat ou autre. Le prochain temps, qui n'est pas encore calé en termes de planning, mais qui va venir assez vite, traitera de la santé mentale. Et le temps suivant, il est juste après, dans la temporalité pas calée non plus, traitera de la culture en milieu rural ou en milieu proche de la ville. Et peut-être, certainement pas d'ailleurs, sous format de conférence-débat, mais sous un format un peu plus ludique, et sans doute peut-être un format interactif. Mais j'en dis pas plus, puisqu'on est en train d'essayer d'y réfléchir, donc c'est un peu neuf. Et il y aura d'autres événements, mais pour l'instant, c'est les 2 premiers qu'on est en train de mettre dans les tuyaux. Je vous remercie beaucoup. Ah, pardon. Excuse-moi, juste, je voudrais compléter l'information que tu as donnée tout à l'heure sur les 3 ou 4 réunions qu'il y a dans les prochains jours. Le 11 octobre, par le Conseil de développement, c'est une conférence, mais c'est surtout le point de départ d'un groupe de travail qui doit fonctionner pendant 2-3 ans pour essayer de faire bouger les choses, de comprendre, etc., en lien avec les élus de la CCEG. Donc ce n'est pas seulement une conférence, c'est derrière le lancement d'un groupe de travail. Merci à vous tous et allons boire un verre ensemble.